Abstraction à votre corps. Alors, Lyrus, bonsoir encore. Alors, la première question que j'ai envie de te demander ce soir, c'est qu'est-ce que tu attends à la fin de cette émission? À la fin de cette émission, les gens me regardent autrement. J'aimerais que les gens me regardent différemment et me regardent comme toute personne qui peut être normale. C'est tout. Alors, tu aimerais, en fait, tu voudrais que ça. Effectivement. Alors, de prime abord, nous allons revenir sur ta petite enfance. Lorsque tu as constaté que tu étais différent tout petit, qu'est-ce qui t'a choqué particulièrement? Lorsque j'ai su que j'étais différent des autres, j'étais choqué par le rejet des personnes. Parce que je ne pouvais plus m'exprimer. Je ne pouvais plus donner mon avis. Je ne pouvais plus parler où les hommes parlent, où les femmes parlent. Parce qu'on me disait que tu es ni un homme, ni une femme. J'étais choqué car je pouvais parler nulle part, à part quand j'étais peut-être seul ou en famille. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te rappeler de ces premiers moments de la découverte de ta différence sur le plan comportemental? Des fois, c'est comme une arme de défense. Des fois, c'est comme un truc qui me permet de me fortifier devant tous ces gens parce que mon enfance n'a pas été facile. Donc, quand je me rappelle à ces premiers jours, c'est comme un tambour qui me rappelle que non, lève-toi. Tu ne mérites pas de souffrir avec cette enfance démoniaque. Qu'est-ce qui t'a traumatisé quand tu étais plus jeune? J'ai été traumatisé. J'ai été traumatisé dans le milieu scolaire, au quartier, des mères qui refusaient que je joue avec leurs enfants de peur que je contamine leurs enfants parce qu'on disait que j'étais malade et j'étais une abomination. Parce qu'un enfant qui se comporte comme une fille ne mérite pas de vivre auprès des humains. J'ai toujours été traumatisé car on me regardait avec des yeux négatifs. Est-ce que ce regard des autres, est-ce que tu as eu la sensation que il t'enlevait quelque chose? Oui. Oui, j'avais l'impression qu'il me retirait ma fierté. J'avais l'impression qu'il me privait de, je sais pas, ma fierté d'être l'enfant que je suis. Il me donnait l'impression de ne pas vivre, de vivre sans vivre. De me lever chaque matin en pensant que je vais me lever et on va m'insulter, on va me rejeter, on va m'emprisonner. Est-ce que tu as eu des amis, Lewis? J'ai eu des amis, mais je pense que rares sont des amis qui étaient vraiment des amis. D'autres personnes, c'est parce que ma personnalité fille-garçon était un peu drôle. Je ne sais pas si j'ai vraiment eu d'amis parce que ces mêmes amis partaient avec des vrais garçons et des vraies filles se moquer de moi. Et est-ce que tu as eu, en grandissant, est-ce que tu as eu cette discussion avec ta maman en rapport avec cet état? Oui. Ma maman m'avait dit que ne t'inquiète pas, je ne peux pas te juger ton comportement parce que depuis que je te suis, quand tu marchais, tes premiers pas, c'était féminin. Donc, je ne vais jamais laisser personne te filtrer. Ne te frustrer, pardon. Ne les gère pas. Sois la personne que tu es. Tu restes toujours mon enfant, quel que soit ce qu'il va arriver.
On a eu ces conversations. J'ai dit, maman, je veux changer, mais je n'arrive pas à faire comme un garçon. Je n'arrive pas. Je veux bien faire comme un garçon pour plaire aux autres. Mais je n'arrive pas à faire comme un garçon. Je peux passer au-dessus de moi. Je ne peux pas changer de comportement. Et est-ce que tu as eu la sensation que ta maman a subi plus ou moins une discrimination des autres femmes, des autres personnes du quartier parce qu'elle avait un enfant comme toi? Oui, là, oui. C'était pas facile pour elle. C'était vraiment pas facile pour elle. Et moi, je sais, même si devant moi, elle montre qu'elle n'a pas mal, mais au fond d'elle, elle pleure deux fois. Est-ce que parfois tu as l'impression, Virus, que si ta maman pouvait changer les choses, elle aurait peut-être décidé de te faire différemment? Je pense pas qu'une maman peut être hypocrite envers son enfant. La manière dont elle me soutient, elle est toujours là présente, elle est fière de tout ce que je fais. C'est une maman qui n'est pas hypocrite. Tu as quel niveau académique, Virus? J'ai un niveau probatoire parce que l'école ne m'a pas trop souri. Et je supportais plus partir là où il y a beaucoup de gens et on va me juger. J'ai dit, maman, j'arrête. Ça veut dire que c'est le regard des autres qui t'a découragé? C'est ce que j'endurais au milieu scolaire qui me fait en sorte que j'arrête l'école. Que tu as choisi est une carrière qui... Oui. Une carrière pareille où tu es tout le temps en contact avec dans ces gens-là. À la base, je suis une personne qui aime être... J'aime qu'on voit ce que je fais. J'aime m'imposer. J'aime qu'on voit ce que je fais. Donc, à mes débuts, ça n'a pas été facile. Les commentaires me frustraient, mais je me suis habitué. Je me suis habitué et deux fois, certains commentaires me fortifient et ça me permet encore de plus pousser le bouchon plus haut, de travailler encore plus dur. Donc, je me suis habitué et ça devient comme une routine au fait. Les insultes et les commentaires négatifs, les jugements, ça devient comme une routine pour moi. Alors, est-ce que cela veut dire que aujourd'hui tu utilises ton métier comme une espèce de vengeance? Effectivement. Aujourd'hui, grâce à mon métier, dès que j'arrive dans mon quartier d'enfance, on me respecte. On respecte ma mère. Et pourtant, mon enfance, on avait su que j'étais un enfant qui ne devait même pas atteindre l'âge de 16 ans, 17 ans. On pensait que comme je suis efféminé, on va me vendre. Parce que le genre d'enfant, là, on vend facilement. Aujourd'hui, c'est comme une vengeance pour moi, pour prouver qu'une personne efféminée peut faire des bonnes choses. Une personne efféminée peut aider des personnes. Une personne efféminée peut donner son savoir aux autres. Donc pour moi, c'est un combat et aussi une vengeance. Alors, la dernière fois que ton quartier te batte parce que tu étais différent, la dernière fois qu'une scène pareille est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois, ça date de longtemps. On m'a fait ça à l'école primaire. Mais dernièrement, on a essayé de me faire ça quand j'ai garé pour aller quelque part. Au retour, les gars m'attendaient, je ne savais pas. Donc, ils m'ont encerclé, percé les roues de ma voiture. Mais Dieu merci, j'ai été sauvé sans être brutalisé au fait. Est-ce que tu te sens en sécurité? Je me sens vraiment pas en sécurité. Quand je marche, je regarde derrière, devant. Je suis très vigilant. Je me sens pas en sécurité parce que partout où je pars, il y a des regards. Finalement, je ne connais plus qui peut me faire du mal ou pas parce que c'est difficile.
Est-ce que pour toi, la vie mérite d'être vécue? Hmm? Hmm? Est-ce que pour toi, la vie mérite d'être vécue? La vie mérite d'être vécue. Ça le mérite vraiment. Est-ce que ta vie te pèse parfois? Est-ce que tu penses que être Lyrus Motassi, tel qu'il est, c'est un combat permanent et parfois tu as envie de lâcher? Ma vie, c'est la meilleure des vies que je vais pouvoir avoir. Parce que la vie de Lyrus Motassi me permet de me retrouver en face de certains problèmes et être fort. Ce personnage me permet de me placer droit devant des problèmes, certaines situations. Je ne souhaiterais pas une autre vie, je ne souhaiterais pas avoir un autre personnage, car ce personnage est un personnage idéal pour moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as atteint le niveau où tu assumes ton état? Oui, j'assume énormément ma genre efféminé. Je ne regrette pas d'être efféminé. Ça m'arrivait quand j'étais petit, quand j'étais encore naïf. Mais à cette étape de la vie, je ne regrette pas d'être efféminé car c'est qui je suis. Je suis de nature efféminée. Je ne peux pas rejeter ma nature pour rien au monde. Est-ce que tu as une vie sexuelle, Lyrus? Est-ce que tu as une vie sexuelle? Bien sûr, comme tout un chacun, j'ai une vie sexuelle. J'ai une vie sexuelle et c'est intronisé, créé. Ça veut dire que ton partenaire, ta partenaire, j'allais dire, elle accepte ton état? Oui, sans me juger parce que quand je me mets avec une personne, je dis tu m'acceptes comme je suis ou basta. Tu ne m'acceptes pas comme je suis, tu me demandes de changer. Je ne t'ai pas demandé de changer. Donc je ne vois pas pourquoi tu vas me demander de changer. Est-ce que tu as un beau souvenir aujourd'hui dont tu te rappelles? Quelque chose de très heureux? Quand tu repenses, ça t'amuse? J'ai rencontré une personne grâce à ce que je fais. Une personne formidable. J'ai rencontré cette personne, ça fait déjà 5 ans et cette personne me donne vraiment du sourire. Et ça, c'est un souvenir que je ne peux jamais oublier parce que cette personne me rappelle que lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi dans toutes les situations, cette personne est là. Donc, ça, c'est le plus grand souvenir de ma vie. Est-ce que parfois tu as envie de partir du Cameroun? Bien sûr. L'envie vient de temps en temps et chaque instant. Parce que je me dis que on n'accepte pas la manière dont je suis efféminé. On profite du fait que je suis efféminé pour me refuser beaucoup de choses. On regarde mon côté efféminé même dans mon travail. Pour m'attribuer certains contrats, on regarde ma manière d'être efféminé. Je pense que si j'étais là où les efféminés sont acceptés, on va plus regarder ce côté et on va juste m'attribuer ce qu'il faut. Alors, tu as devant toi, Lyrus, un bout de papier et un stylo. Tu vas le prendre et tu vas écrire 3 mots qui te viennent à l'esprit lorsque tu penses à toi. Ces mots doivent être des mots que tu réussis à trouver sans avoir à réfléchir. Si c'est fait, tu présentes ces mots face au miroir et tu nous les lis.
Quels sont ces mots? Je suis un être humain. Je ne suis pas un monstre. Ne me jugez plus. Tu sais pourquoi ils te jugent au fait? Oui, Pourquoi? parce que je suis différent d'eux. C'est seulement la différence qu'ils jugent, selon toi? Parce que je suis efféminé. Est-ce que tu as déjà vu un enfant, un plus jeune aujourd'hui, un cadet peut-être, qui est peut-être efféminé selon toi? Oui, j'en vois presque chaque jour. Et qu'est-ce que ça te fait que de regarder ces enfants-là qui ont ce que toi tu as et ce que tu as de la peine à transporter dans ton environnement? Quand je vois les enfants, un enfant efféminé, moi je me mets à sa place parce que je sais de quoi je parle, je sais ce que j'ai vécu. Je me dis que avec encore cette génération insolente et vraiment, j'ai pitié de cet enfant parce que je sais ce qu'il va traverser et je sais ce qu'il endure. Toi, tu utilises ton talent pour pouvoir t'affirmer dans ta société, même si c'est très difficile. Est-ce que tu ne penses pas qu'éduquer les parents devrait être un objectif qui te permettrait d'aider ces enfants-là? Oui. Je veux prouver aux parents qu'avoir un enfant efféminé, ça ne veut pas dire qu'on a tout perdu. Je vais prouver à ces parents qu'un efféminé peut apporter un aspect positif à la population. Un efféminé peut faire des merveilles. Un efféminé peut être un exemple dans la société. Alors tout à l'heure, Lyrus, en émission, tu disais que parfois et très souvent, tu as un niveau d'estime très bas. Alors nous allons essayer de quantifier en considérant que sur une échelle de 0 à 10, où 0 constitue je n'ai pas du tout confiance en moi, une estime de moi, et 10 constitue j'ai tout ce qu'il faut et je m'estime tellement. Tu te donnerais quelle moyenne? J'ai tout ce qu'il faut et je m'estime tellement. C'est ce qui est. C'est ce qui est. Alors pourquoi lorsque tu marches, lorsque tu te balades et que les enfants s'adressent à toi avec des termes désobligeants, ça t'arrive de pleurer? Je pleure parce que là, ces enfants, ils ne connaissent rien de la vie. Mais si ces enfants trouvent que je suis une erreur de création, moi, je pleure parce que je me dis souvent que c'est arrivé à ce niveau que même les enfants qui ne connaissent rien de la vie me créent des erreurs de création. Deux fois, ça m'arrive. Ça m'arrive de perdre contrôle et dans les 4 murs, chacun son moment de dépression. Est-ce qu'aujourd'hui, il t'arrive à un moment de te dire que tu peux faire mieux? Il ne m'arrive pas de dire que je peux faire mieux parce que je sais que je fais déjà mieux. Je sais que je fais déjà assez mieux que je peux. Ça fait combien de temps que tu as ton salon de beauté? 2 ans déjà. Et en 2 ans, combien as-tu produit environ? Beaucoup, 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 beaucoup. Le minimum. Je vais pas dire 2 ans, c'est 1 an, 2 mois. Donc,
En 1 an, 2 mois, j'ai réussi à produire à peu près dans les 8 à 9 millions. 8 à 9 millions. Ça veut dire que c'est un salon très fréquenté. Et oui, plus dans les formations. Tu dis? Plus dans les formations, mon salon de beauté, on fait plus dans les formations make-up. Et qui viennent se former? Des femmes. Ces femmes-là qui parfois ont de la peine à t'accepter en tant qu'individu à part entière? Oui, oui. Mais elles viennent prendre ton savoir. Effectivement. Qu'est-ce que ça te fait de voir des gens qui ne t'acceptent pas, mais qui admettent que tu as quelque chose à leur apprendre? Moi, ça me fait plaisir. Ça me prouve que mon combat est en train de marcher. Ça me prouve que ma bataille est en train de donner. Parce que quoi? Malgré le fait qu'ils me dénigrent, malgré le fait qu'elles ne m'aimeraient pas m'avoir comme leur enfant, elles viennent prendre quand même mon savoir. Ça veut dire que j'ai un plus, je les aide à quelque chose. Moi, ça me fait terriblement plaisir. Ça prouve que non, mon combat est à l'extrême. Alors, tu vas reprendre ton bout de papier. Et tu vas écrire quelque chose que tu as envie d'adresser à ces personnes-là qui t'ont souvent maltraité du fait de ta différence sur le plan comportemental. Et je veux surtout qu'en écrivant ça, tu te rappelles de ce petit garçon de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui avait constaté en grandissant qu'il était différent, qui avait constaté qu'il n'avait pas absolument choisi les comportements qu'il avait, mais dont il se sentait le plus à l'aise. Ce petit garçon qui, pour seul endroit sécure, c'est se retrouver au sein de sa famille, proche de sa mère. Ce petit garçon qui a décidé de défier carrément tous ceux qui n'admettent pas son état. Et ce défi, le faire avec ton talent. Je veux surtout que tu te rappelles de chaque injure, de chaque mépris. Et je veux que pour une fois, tu leur adresses un message qui te vient du fond du cœur. C'est à toi de décider. Ton message ne sera pas jugé, il ne sera pas critiqué. Tu as le droit d'être furieux, mais tu as aussi le droit de pardonner si tu veux. Je veux surtout encore plus que tu te rappelles de ces femmes-là qui viennent se former dans ton salon de beauté, bien qu'elles ne t'acceptent pas, qui te sourient, bien qu'elles sont frustrées à l'intérieur, qui se sentent obligées de te saluer, bien que pour elles, ces salutations ont plus l'air d'un poison. Je veux que tu te rappelles de chaque instant et que pour une fois, véritablement, comme tu l'as si bien dit, tu montres la différence qui existe entre un monstre et un être humain. Si tu as terminé, tu places le message en face du miroir. Et je veux que tu prennes une grande inspiration et que tu le lises posément, mais surtout avec toute la force, toute l'émotion qui va avec. Un efféminé peut sauver toute une société. Il peut faire des merveilles si et seulement il a le soutien de sa famille. Si et seulement il n'est pas rejeté, n'est pas jugé et insulté par la société. Je suis efféminé. Je suis l'efféminé que vous avez insulté.
vous avez rejeté. Mais aujourd'hui, je donne des métiers. Aujourd'hui, cet efféminé vous donne son savoir. Grâce à cet efféminé, vous pouvez apparaître belle. Être efféminé n'est pas une perte. Être efféminé n'est pas une chute. Arrêtez de juger les efféminés. Regardez le côté positif en eux. Ne nous jugez plus. Alors, c'est sur ces mots que nous allons terminer. Mais pour terminer, je vais te demander de poser tes bras sur tes jambes, de te détendre, de fermer tes yeux et de prendre une grande inspiration, de bloquer une fois que tu sens tes poumons totalement pleins, de bloquer jusqu'à ce que tu sois plus capable de le faire. Et je veux qu'en bloquant, que tu te rappelles encore de ce que tu viens de dire. Et je veux que tu relâches au maximum. Je veux que tu reprennes une autre grande inspiration et que tu refasses le même exercice de relaxation profonde. Prends une grande inspiration. Tu bloques lorsque tes poumons sont au maximum pleins. Et après tu relâches totalement. Aujourd'hui, à la fin de cette thérapie, je veux que tu te fixes un objectif. Je veux que tu te fasses à toi et aux autres une promesse qui peut être une phrase, qui peut être juste un mot, qui peut être cette ligne directrice qui va dès aujourd'hui diriger ta vie, tes réalisations, et que tu vas te battre, peu importe ce que les gens penseront, pour accomplir. Je veux que tu visualises ce mot, je veux que tu visualises cette expression, je veux que tu visualises cette phrase, que tu y mettes toute la rage, que tu y mettes toute la dépression, toute la tristesse que tu as transportée et que tu transportes au quotidien. Si c'est fait, je veux que tu fasses cette promesse-là. Tu peux ouvrir les yeux. Nous t'écoutons. Désormais, l'efféminé ne sera plus une moquerie, mais un exemple. Désormais, efféminé ne sera plus une moquerie, mais un exemple. Merci beaucoup, Lyrus Motassi. C'était une étape essentielle. J'espère que vous, à la maison, vous avez pris la peine de suivre avec une attention particulière, j'allais dire, ce petit instant que nous avons eu avec notre invité Motassi. J'espère que, bien qu'il n'ait pas eu le temps de livrer de fond en comble ce qui le blesse tous les jours, vous avez pu comprendre que désormais, efféminé ou pas, il sera un exemple. D'ailleurs, lui, il dit il sera, mais les réalisations dans son salon de beauté, ce que nous pouvons observer de par les réseaux sociaux, nous savons tous qu'il est un exemple.